You're ghosting us, motherfucker. I don't care who you are back in the world. You give up position one more time, I'll bleed you real quiet. Leave you here. Got that? Happy Halloween, ladies. Watch out for that first step. It's a doozy. Huh? Huh? I fucking love that guy. When I am gone, you will have never been. How do you get this information? Just comes to you. This stuff just flies through the air. They send this information out. I mean, it's just beamed out all over the fucking place. You all have to do is know how to grab it. See how to grab it. Next subject, Kowalski Leon. Engineer waste disposal. File section, new employee, 6 days. Calling Mr. Weber. Please Come in. report to Zone A, Sector 9. Replication section, level 9. We have a B1 security alert. Stand by for ID check. Sit down. Replication section, level 9. We have a B1 security alert. Stand by for Care if I talk? I get kind of nervous when I take tests. Just please don't move. I'm sorry. I already had an IQ test this year. I don't think I've ever had one of Reaction these. time is a factor in this, so please pay attention. Now answer as quickly as you can. Sure. 1187 at Hunterwasser. That's the hotel. What? Where I live. Nice place? Yeah, sure, I guess. Is that part of the test? No. Just warming you up, that's all. It's not fancy or anything. You're in a desert, walking along in the sand when all of a Is sudden... this the test now? Yes, you're in a desert walking along in the sand when all of a sudden you look What down... one? What? What desert? Doesn't make any difference what desert is completely hypothetical. But how come I'd be there? Maybe you're fed up. Maybe you want to be by yourself. Who knows? You look down and you see a tortoise, Leon. It's crawling towards Tortoise? What's that? you. You know what a turtle is? Of course. Same thing. I've never seen a turtle. But I understand what you mean. You reach down, you flip the tortoise over on its back, Leon. Do you make up these questions, Mr. Holden? Or do they write them down for you? The tortoise lays on its back, its belly baking in the hot sun, beating its legs, trying to turn itself over, but it can't. Not without your help. But you're not helping. What do you mean I'm not helping? I mean you're not helping. Why is that, Leon? They're just questions, Leon. In answer to your query, they're written down for me. It's a test designed to provoke an emotional response. Shall we continue? Describe in single words only the good things that come into your mind. About your mother? My mother? Yeah. Let me tell you about my mother. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Second Couteau, le podcast des acteurs de premier plan. Nous avons tous un film fétiche, que nous avons revu maintes et maintes fois sans jamais nous lasser. Quand, au détour d'une rupture amoureuse ou d'un gros coup de mou, on se dit, en regardant sa pile de DVD ou de Blu-ray, on se dit bah tiens, j'aime bien revoir celui-là, et on peut le revoir à l'infini. Pour moi, ce film, c'est Blade Runner. Blade Runner, je ne vais pas en parler, mais parce qu'il y a tant à dire, et que tout a été dit. Mais c'est un film qui possède, en plus d'un casting principal absolument exceptionnel, de conditions de tournage complètement folles, et d'une histoire, au-delà de l'histoire, absolument unique, offre un beau panel de second couteau, parmi lesquels l'excellent William Sanderson, qui joue J.F. Sebastian, un homme plus vieux qu'il n'y paraît, Daryl Hannah, pas vraiment un second couteau, mais qui était, disons, assez jeune et pas forcément connu. Le regretté Joe Turkel qui vient de nous quitter, à l'âge de quasiment 100 ans. James Hong, qui joue toujours tous les Asiatiques de service et qui a une filmographie longue comme mon bras sur Wikipédia.
Emmett Walsh, qui est un acteur formidable, qui nous a glacé le sang dans le premier film des frères Cohen et qui continue à un âge fortement avancé de faire le vieux briscard et d'être toujours aussi exceptionnel. J'en passe et des meilleurs, James Edward Olmos, et ainsi de suite. Mais il y en a un, pas forcément très connu, et qui pourtant introduit le film, avec la toute première scène formidable que je vous ai jouée en introduction, qui joue le rôle de Léon Kowalski. Un grand type, un peu chauve, avec une moustache, un peu bonhomme, et à la fois une brute, totale. En effet, Blade Runner, si vous ne l'avez jamais vu, et vous devriez le voir très fortement, je vous conseille, repart du principe que Harrison Ford est un chasseur, est un officier de police qui chasse des robots qui sont très humains, plus humains que l'humain, comme dit la devise de l'entreprise qui les fabrique, gérée par Joe Turkel, la Tyrell Corporation. Donc vous avez des robots qui ont pour essayer de pallier au problème de robots qui peuvent s'enfuir, qui deviennent trop intelligents et qui partent, on leur met une durée de vie extrêmement limitée de 4 ans. Et donc en 4 ans, ces robots qui sont créés, qui sont utilisés comme esclaves ou comme soldats sur des planètes très très lointaines, absorbent et ressentent toutes les émotions, tout le panel d'émotions humaines que peut avoir un enfant, mais à un rythme beaucoup plus rapide. Et donc c'est un des points extrêmement importants du film, que je n'irai pas plus loin, mais ce qui est intéressant, c'est que donc Léon Kowalski est l'un d'entre eux. C'est un gros robot, enfin c'est un répliquant, comme on appelle ça dans le film, qui est là pour porter de lourdes de charge, et qui est extrêmement fort, et qui causera bien des soucis à Harrison Ford plus tard dans le film. Et il a ce côté extrêmement touchant qu'il arrive à faire ressortir, où à la fois on a cette espèce de grosse brute qui a l'intelligence émotionnelle d'un enfant de 5 ans, et qui cherche à comprendre ce qui se passe autour de lui. Et il y a des véritables moments où on le voit quand, par exemple, Harrison Ford commence à abattre ses compagnons cybernétiques. Et on le voit en fait être partagé entre la peine et la rage qu'il habite. Et c'est aussi le seul qui possède des photos qu'il a pris dans un hôtel miteux où il habite lui et les autres fugitifs, dans l'espoir en fait potentiellement de rencontrer leur créateur et ainsi de prolonger leur vie. Évidemment, ça ne va pas se passer comme ça. Mais la scène que je vous ai passée, c'est la toute première scène du film où Léo Kowalski est interrogé par un des Blade Runner, donc les policiers qui sont chargés d'abattre, on appelle ça un retrait, on appelle ça pas tuer, de faire un retrait des réplicants. Et donc c'est une série de questions qui est posée, il y a une espèce de test un peu graveleux qui s'appelle le test de Wolfkamp, où en fait le Blade Runner peut identifier les modifications de la rétine de la personne en face de lui. Et donc un peu comme une sorte de détecteur de mensonges, il peut voir tout de suite si la personne, à force de lui poser des questions qui sont de pire en pire, de plus en plus angoissantes, et toute la question bien sûr du film est de dire que si on faisait passer des questions comme ça à un humain, il y aurait forcément un moment où il aurait une réponse émotionnelle extrêmement forte. Donc encore une fois, quelle différence entre l'homme et la machine. Et à la fin, on voit donc c'est pour introduire les réplicants et tout le film, donc Léon Kowalski pète un plomb, et quand on lui dit vous pouvez me parler de votre mère, et puisqu'il sait qu'il a été détecté sur la question d'avant sur la tortue qui va dans le désert, en fait il dit sans aucun état d'âme, il abat le détective qui était venu le chercher. Et c'est ce qui va déclencher le film. Et donc cet acteur qui joue Léon Kowalski est un homme dénommé Brian James, qui a eu une carrière extrêmement courte, pour un second coton on s'entend, puisque à peine il a été 20 ans dans le cinéma, peu ou prou, et hélas nous a quittés en 1999 avec une crise cardiaque soudaine. On le connaît aussi, vous l'avez sûrement vu, c'est évident, si vous avez vu le 5e élément de Luc Besson, qui est un de ses derniers rôles, il en a fait d'autres, mais disons dernier rôle connu du grand public, où il joue le général. C'est-à-dire qu'il y a, je sais pas si vous vous rappelez, dans le 5e élément, il y a le président de la Terre ou des galaxies qui est joué par Tim Lister, qui est un grand mec, un grand joueur de football américain black, qui a beaucoup joué dans Fridays et des films de Staccabi, et il est épaulé par un général qui est très, disons, qui est très bruni au niveau de sa peau. Et c'est un des principes de Brian James, c'est que il a acheté une maison au sud de la Californie, et il a passé son temps à prendre du soleil. Et c'est rigolo parce que plus vous regardez sa filmographie, plus vous voyez qu'il est bronzé, quoi. Alors qu'au début il est assez pâle, et puis à la fois il est complètement bronzé dans ses derniers films. On a l'impression que c'est un surfeur un peu tardif. Et donc je vais revenir sur le 5e élément plus tard. Mais voilà, une carrière extrêmement courte qui est menée quasiment par le premier film comme étant Blade Runner, qu'il
qui l'a propulsé en fait et qui a fait en sorte qu'après tous les enfants qui voulaient devenir réalisateurs qui ont vu ce film l'ont rappelé quasiment 15 ou 20 ans plus tard pour qu'il joue dans ces films. Et ça a été le cas notamment de Luc Besson, qui l'avait vu dans Blade Runner et qui a dit bah moi je vais t'engager, qui l'a amené à Londres et ça a été un des très beaux projets dont James est très fier d'avoir participé parce que ça lui a permis lui qui il s'était tourné beaucoup dans les années 90 vers les séries B, il a pu un peu pas redorer son blason mais aller sur des budgets qui étaient plus colossaux qu'il avait un peu abandonnés. Pourquoi a-t-il abandonné les grosses productions hollywoodiennes? Nous allons y revenir. Mais commençons par le commencement. Brian James est né en 1945 à Redlands, en Californie. Donc c'est un Californien pur et dur qui a toujours vécu là-bas. Ses parents, en fait, il est tombé très tôt dans le cinéma parce que ses parents possédaient un petit cinéma à Beaumont, donc dans la Californie, dans le sud de la Californie. Sa mère s'occupait des comptes et son père était projectionniste, parmi d'autres tâches. Et il explique dans les interviews que en fait, son enfance était proche de celle de Cinéma Paradiso. Donc comme dans le film avec Philippe Noiret, la musique lancinante d'Ennio Morricone, il a passé sa vie à regarder des pellicules, à voir des films, et c'est là où son imaginaire s'est teinté. Et il a toujours été pris d'affection pour James Cagney, Charles Laughton, des gens qui ont été qualifiés plus tard comme étant un peu les créateurs des character actors, donc des gens qui étaient utilisés pour des rôles extrêmement durs ou violents, de méchants, de sadiques, de psychopathes, de bossus, de que sais-je encore, qui préfigurent un peu les seconds. C'était un peu... c'est des grands acteurs, hein, je veux dire Charlotten, La Nuit du Chasseur, c'est aussi un excellent film réalisé, mais des gens qui, par leur physique, par leur présence, n'ont jamais eu la possibilité d'être vraiment des premiers rôles d'exception, ils ont été premiers rôles, mais qu'on reconnaissait immédiatement et qui ont apporté leur pierre à l'édifice. Et c'est des gens qui sont pour beaucoup de second couteau, dont je parle. Par exemple, pour Brian James, il apprécie énormément ces gens-là, et son but, en fait, son rêve, en fin de carrière, c'était de dire, bah voilà, je pense que je suis arrivé enfin, j'espère, sans être arrivé à leur niveau, avoir atteint et apporter le même niveau d'exceptionnalité, même si mes rôles étaient peu conséquents, mais il a quand même tourné sur plus d'une centaine de films. Donc ça lui a permis un peu de s'imposer dans le paysage hollywoodien. Très vite, il se prend de passion pour le cinéma, bien sûr, mais aussi pour essayer de devenir acteur. Et assez rapidement, une fois qu'il a fini ses études, il part avec un de ses potes, qui s'appelle Tim Thompson, qui était un acteur qui est uniquement connu pour avoir fait une série de films de SF qui n'était pas génial, hein, qui s'appelait Trancer, où un détective privé façon Humphrey Bogart se retrouve projeté dans le futur pour résoudre des enquêtes. Donc ils partent tous les deux avec sa copine à New York pour essayer en fait de monter sur les planches et de trouver en fait une formation de théâtre qui leur était ouverte et qui leur était intéressante. Il faut savoir qu'à l'époque, en fait, même si la Californie était déjà... on est dans les années 60, la Californie et Hollywood sont présents, on sait que les institutions de théâtre, notamment Stravinsky, et ce qu'allait devenir la méthode, sont à New York. Et donc ils décident d'aller là-bas pour essayer. C'est une époque où ils font beaucoup de drogue. Donc ils ont fait pas mal. Brian James déclare, il explique qu'il y avait beaucoup d'acide à l'époque. Et c'est un problème parce qu'en fait, il va passer sur des drogues de plus en plus dures dans les années qui suivent, mais à ce moment-là, en fait, il est souvent défoncé. Et la défonce amenant son lot de petites idées plus ou moins bonnes, ils vont en avoir une avec son pote Tim Thompson, c'est d'aller toquer à la porte de Stella Adler, qui est... donc Stella Adler, c'est l'une des grandes dames du théâtre, qui, un peu comme Lee Strasberg, en fait, elle et Lee Strasberg étaient des élèves, ou au moins des assistants, de Stravinsky, donc le Stanislavski, je dis des conneries, l'un des grandes figures du théâtre russe, et donc ils vont développer chacun de leur côté une variation de la méthode. Donc Lee Strasberg va vraiment bosser sur la méthode, on appelle communément acteur studio, où le but c'est vraiment de prendre possession de son personnage, d'être son personnage, de ne jamais sortir son personnage, alors que Stella Adler, elle, est plus sur un mode connaître le contexte parfaitement du personnage. Et elle, par exemple, là où Lee Strasberg, c'est plutôt Dustin Hoffman, Marlon Brando, Stella Adler, c'est De Niro. Donc De Niro, c'est aussi un peu... c'est une méthode changeante. C'est quelqu'un qui va aller, par exemple, quand il fait voyage au bout de l'enfer, il va aller sur place, rencontrer des mineurs, pour comprendre au mieux le rôle, afin d'en apporter... C'est l'idée, en fait. C'est-à-dire que si, par exemple... l'idée d'Adler, c'était que si, par exemple, vous devez jouer un personnage qui sait faire du cheval, mais que vous savez
vous-même, vous ne savez rien sur le cheval et que vous ne savez pas faire du cheval, alors vous ne pourrez jamais, en fait, incarner ce rôle. Donc, on accepte ou pas cette position, et j'aime beaucoup, bon, c'est parallèle, mais rappelez-vous les superbes mots de Laurence Olivier sur le tournage de Marathon Man, où il y a Dustin Hoffman qui courait pour ça, enfin, qui censé jouer un personnage qui faisait un marathon, donc il s'entraînait à courir en tant que pour aller à fond. Et le voyant se démener, il y a Sir Laurence Olivier qui arrive et qui fait « My boy, why don't you just act ?» Mais mon garçon, pourquoi est-ce que tu te contentes pas juste de jouer? Ce qui est, je sais pas comment Hoffman l'a pris, mais putain, si c'était Laurence Olivier qui me disait ça, j'aurais un peu mal à mon cœur, quoi, quand même. Enfin bref, donc voilà, on peut avoir les opinions qu'on veut là-dessus. En tout cas, Brian James, lui, il était persuadé que Stella Adler allait lui donner toutes les clés du royaume. Et n'ayant pas une thune, lui et ses collègues ont dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous nous acceptiez dans votre classe. Et au début, elle a dit, bah, moi, j'ai pas vraiment besoin d'avoir des gens qui bossent avec moi. Vous avez pas d'argent, par contre, moi, j'ai besoin de larbin. Donc, ils se sont retrouvés à être cuistot, c'est concrètement serviteur de Stella Adler pendant près de 2 ans. Ce qui leur a permis après de payer leurs études. Et une fois, en fait, Stella Adler a vraiment accepté d'être leur professeur quand elle les a retrouvés complètement défoncés dans sa cuisine. Merci l'acide. En fait, ils avaient fait une fête dans sa cuisine. Et elle, bon, grande dame, ne les a pas virés Manu Militari, a dit, bon, bah, ça suffit les conneries. Quand vous bossez pas, vous venez avec moi dans les cours de classe. Et donc, ils sont restés quasiment 2 ans dans cette situation-là pour prendre des cours qui leur auraient coûté sinon plus de 5 000 $ par classe. Donc, c'était à l'époque, en plus, on parle des années 60, donc ça aurait été extrêmement cher par rapport à maintenant. Donc, fort, en fait, de cette expérience qu'ils ont pu avoir aux côtés de cette grande dame du théâtre, James, lui, est plus intéressé tout de suite par le stand-up. Donc, il va commencer à il va essayer de faire du stand-up à New York. Ça va peu ou prou pas trop marcher. Donc, il va essayer foutu pour foutu. Il va retourner à Hollywood, donc en Californie, pour essayer de percer dans le cinéma. Et ce qui est très rigolo, c'est que son tout premier rôle est un rôle qui n'est pas reconnu. En fait, il est extra, c'est un extra glorifié. C'est le premier film de Walter Hill, donc Hard Times, avec Lee Marvin et Charles Bronson pendant la Grande Dépression. Et Walter Hill, en fait, va être un peu pas le sauveur, mais il va donner un gros coup de main à la carrière de James, en le rappelant sur quasiment tous ses films. Et c'est ce que James disait, Walter Hill, on l'appelait l'empereur, donc on se foutait un peu de sa gueule parce que c'était un peu le super cowboy, comme Kurosawa en fait. L'empereur, c'est à la fois un vrai titre de respect, mais de l'autre côté, c'est quand même aussi pour insulter la personne. Mais il disait, à côté de ça, ça beau être l'empereur, c'est quand même le mec le plus loyal de tout Hollywood. Et c'est vrai, quand on regarde la carrière de Brian James, vous verrez qu'il a fait pas mal de petits films chez Walter Hill, et ce qui lui a permis aussi de monter en grade. J'explique, donc pendant les années qui suivent, il va faire pas mal de petits rôles à droite à gauche, dans Nickelodeon, Blue Sunshine. On le retrouve dans Le Facteur sonne toujours 2 fois, où il joue juste un mec qui joue au crap. Donc c'est vraiment pas des gros rôles, mais tout de suite, il a quand même un physique un peu ornant, parce que c'est un mec qui est très grand, très baraqué. Il pourrait être norvégien s'il n'était pas chauve. Il ressort. C'est quelque chose qui va être utilisé dans le prochain film en 81, quand Walter Hill le rappelle pour dire, bah tiens, moi je fais un film d'action dans les bayous. Et ce film s'appelle, donc c'est Sans issue en français, Southern Comfort en anglais. Et Brian James va jouer un rôle qui est assez ouf, qui est celui d'un trappeur cajun, qui parle en français cajun. Et c'est quelque chose. Alors, c'est assez rigolo parce qu'en plus Brian James, de son propre aveu, a toujours une facilité avec les accents. Et si vous regardez un petit peu tous les films qu'il fait, c'est vrai qu'il change souvent d'accent sans aucun problème. Enfin, après, je suis pas un expert, mais on a l'impression que c'est pas Keanu Reeves dans Dracula, quoi. C'est toujours un très bon job qu'il fait. Et là, il disait, j'ai vraiment galéré parce que c'était un accent que je n'arrivais pas à obtenir. Et c'est vrai, quand vous regardez le film, en tant que Français, on est un peu mort de rire parce que ce qui se passe, c'est que, donc, je rappelle le principe du film, c'est toujours un western, hein, je rappelle, on est chez Walter Hill. C'est une équipe de la garde nationale américaine, donc c'est une escouade qui est composée entre autres de Keith Carradine, qui joue un peu le mec charismatique, quasiment de la royauté, qui est épaulé par toute une équipe de branquignoles. Il y a notamment Fred Ward qui joue un psychopathe, enfin qui est un mec en fait qui est de plus en plus instable pendant le film. Il y a quelques gars plus ou moins connus et son second, donc le gars qui très vite devient en fait la personne sur qui il peut compter, un mec du Texas, son introduction est énorme parce que grosso modo il
t'as Keith Carradine qui est en train de se prendre la tête avec un des autres soldats, et tu vois Powers Booth qui arrive avec un couteau et qui passe le couteau sous la gorge du mec en disant ouais vas-y maintenant tu vas te calmer, parce qu'au Texas nous on a l'habitude des mecs qui foutent la merde. Et alors qu'en fait dans le film c'est censé être un ingénieur, c'est pas du tout un guerrier, mais c'est Powers Booth qui a pas la moustache, donc ça c'est un peu traumatisant parce que Powers Booth sans la moustache ça va pas quoi, c'est comme Patrick Stewart avec des cheveux quoi, c'est pas possible. Genre, ça fait partie de son personnage. Et donc ces deux gars-là vont se retrouver avec leur escouade perdus en opération dans une simple opération en fait de routine dans les bayous de la Louisiane, et ça va partir en sucette, et à un moment ils vont rencontrer un trappeur cajun qui ne leur parle qu'en français, donc, et c'est Brian James en fait, et plus ça avance, plus ils ont l'impression que le mec est extrêmement hostile, donc ça part en sucette, ils l'attachent, ils le ligotent, ils le prennent avec eux, le mec cherche à s'échapper, il s'échappe, et ils le tuent en fait. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il y a d'autres trappeurs cajuns dans le coin qui vont essayer de les tuer. Et tout le film, c'est un peu comme une sorte de Predator, mais en beaucoup plus low-key, en beaucoup moins what the fuck case, parce que là, c'est des types normaux, c'est pas un alien, c'est juste des dégénérés, enfin, c'est pas même pas des dégénérés, en fait, c'est juste des trappeurs qui sont au fin fond de la Louisiane. Et certains des mecs donc ils sont tous tués par un, et à côté de ça, il y a Fred Ward qui fait sauter à un moment, il fait péter tout avec de la dynamite, et le final est absolument incroyable, où en fait, les deux seuls survivants, donc, de l'assaut, parce que les potes de Brian James sont encore vivants, et ils vont se planquer dans un petit village. Et il y a un petit village créole où il y a une vraie fête en fait. Et je crois que c'est Walter Hill qui a réussi à filmer ça. Une fête où ils jouent vraiment, comme on peut imaginer dans c'est comme si les gens de Délivrance faisaient la fête quoi. Et donc vous avez les deux personnages de Keith Carradine et Powers Booth qui passent et qui louvoient entre tous les gens qui font la fête afin de trouver les gars qui ont tué leur unité. Et bon, je vous dirai pas comment ça finit, mais moi c'est un film que j'apprécie énormément, sur lequel je suis tombé un peu par hasard sur un des nombreux bouquets OCS ou ciné-cinéma. Et c'est un super petit film dans lequel Brian James offre une performance complètement délurée. Sachant qu'il y a un autre truc aussi, c'est qu'ils ont filmé en hiver, donc ils se pelaient la nouille. Et en fait, tout le monde avait des combinaisons, tout le monde avait des combis en fait, donc des combis de plongée, pour aller dans l'eau, sur leur uniforme. Donc c'est facile parce qu'en fait, ils ont des uniformes militaires, donc ils ont tous l'air un peu bombés et protégés, sauf le seul qu'on n'avait pas, c'était Brian James, parce qu'il fallait qu'il soit en cajun, avec juste la petite chemise et le manteau de chasse. Et il était congelé, en fait. Le pauvre gars, il dit c'est le pire tournage. D'un côté, c'est un tournage que je suis très content d'avoir fait, parce que ça m'a permis de lancer une carrière. Mais de l'autre, j'en ai beaucoup bavé, parce que j'étais congelé, j'avais très, 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 très froid. Donc ce pauvre gars se retrouve essayant comme il peut de tenir jusqu'à la fin du tournage, et après, ça lui a bien tout réussi, parce que Walter Hill va le rappeler assez rapidement. Donc l'année d'après, en 82, il fait 2 gros films. Le premier, c'est Blade Runner. Donc, comme je l'ai rappelé au début, c'est moi, bon, je vais pas vous mentir, hein, c'est le premier film où je l'ai vu, et c'est son rôle en fait qui m'a vraiment impacté. Je dis, une sorte d'homme-enfant gigantesque qui n'arrive pas à faire la part de ses émotions, et qui a un final, qui en plus qui est extrêmement fort. Donc en fait, qui montre un peu le caractère surhumain des réplicants. Sa dernière scène, en fait, il se bat contre Harrison Ford, et puis il le défonce, il fait exploser à main nue, il pète des containers et des poubelles. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et toujours, en fait, il a une espèce de répartie quasiment enfantine contre Harrison Ford en disant combien de temps il me reste à vivre. L'autre, il dit je sais pas, 1 an. Et puis l'autre, donc il le prend et dit c'est plus que toi. Et c'est toujours un petit peu, c'est toi qui dis qu'il y est. C'est vraiment un rôle assez chouette et touchant. Et surtout, il y a la scène d'intro que je vous conseille de revoir pour voir les variations du jeu d'acteur qu'il a. Plus ça aboutit, c'est-à-dire que quand il arrive, on a l'impression que c'est un gros débile, puis plus ça avance, plus on s'aperçoit que forcément c'est un répliquant par ses réponses émotionnelles, mais il y a tout un jeu, un va-et-vient, et ce qui est excellent, c'est que bien sûr, en face on a des détectives, donc il y a les codes du polar noir qui s'activent, et donc vous voyez que le détective lui-même essaie de calmer le jeu, quand est-ce qu'il remarque, il essaie de le faire monter, de le faire descendre, enfin c'est vraiment chouette, c'est une interrogation qui est rondement menée, bon ça se finit mal pour le Blade Runner, mais c'est vraiment tout le film est là en fait. Vous avez tout le film en une scène qui dure à peine 5 minutes et qui est excellentissime, soit dit au passage. Après Blade Runner, donc les rôles vont s'enchaîner simplement pour lui. Donc comme je dis plus tard dans le futur, quand les petits jeunes qui ont vu Blade Runner deviennent grands et deviennent réalisateurs, mais aussi simplement ça lui permet d'avoir un crédit qui augmente à Hollywood. Mais c'est surtout en fait sa collaboration avec Walter Hill qui va continuer dès l'année prochaine quand il fait 48 heures en 82, où il joue
l'inspecteur Ben Kehoe, qui est le bon pote, qui est le mec un peu qui a la tête sur les épaules, le bon pote de Nick Nolte, qui en fait est juste là pour répondre au téléphone. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Nick Nolte a un problème, il l'appelle, il fait ouais, tout machin, tu peux me donner l'adresse de truc, tu peux me filer un coup de main. Il fait ouais, y a pas de souci, je te fais ça. Donc c'est très mineur encore une fois, mais Walter Hill n'hésitera pas à le rappeler encore et encore et encore. Et c'est aussi une période où il va continuer à bosser avec étonnamment avec son supérieur et son ami répliquant Rutger Hauer, qui va retrouver 2 fois en fait. En l'espace de 4 ans, ils vont jouer à nouveau dans un film qui s'appelle Le Bris de Part, où Rutger Hauer joue un chasseur qui est censé traquer un superbe aigle, et l'autre c'est La chair et le sang, qui est bien plus connu, de Verhoeven en 85, où là encore il va jouer le second d'une équipe de mercenaires. Alors il n'a pas forcément dans les 2 rôles, il n'y a pas beaucoup de mots, mais c'est assez rigolo de voir la collaboration, et ce qui est très drôle, c'est toujours un peu ce côté... Brian James fait quasiment 2 mètres de haut, Rutger Hauer est assez petit, et il y en a un qui est charismatique, l'autre il est un peu... Enfin c'est un peu Astérix Obélix, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a un c'est un grand dadais, l'autre c'est le petit rusé, et ils marchent très très bien ensemble, et donc c'est toujours un plaisir de les revoir, mais dans des rôles qui sont un peu différents, mais bon, c'est quasiment... Enfin, La chair et le sang, c'est quasiment une extension de la relation qu'ils ont dans Blade Runner. Donc ça c'est toujours assez sympathique. Et là, c'est dans les années 80, pendant ce temps-là, avec un peu d'argent qui rentre, Brian James n'a pas réussi à se débarrasser de ses mauvaises habitudes. Et de l'acide, il est passé à l'héroïne. Et ça commence à impacter sa carrière et son bien-être. Et ça se voit surtout dans un film qui est absolument dégueulasse. Enfin, moi, qui me fait... que j'ai jamais compris. En 85, c'est un film de Sam Raimi, en fait, qui s'appelle Crime Wave, qui est... comment expliquer ? C'est une sorte de parodie. C'est un film qui a été défoncé qui a été complètement coupé et remonté par les studios, que Sam Raimi a quasiment renié, et qui a un statut quand Bruce Campbell vous en parle parce qu'il joue dedans, l'ambiance était détestable, le film c'est très très mal fait. Et donc en fait c'est un film qui est une parodie, c'est à moitié du slapstick dans les années 30, c'est un gars un peu con qui se retrouve à devoir déjouer les plans de 2 assassins complètement débiles qui utilisent des ondes électriques pour tuer les gens. Et parmi ces 2 mecs, en fait, il y a Brian James qui joue un eux, et il est complètement... Enfin, on voit qu'il est complètement fou, quoi. Il a une voix suraiguë. C'est une suite de sketchs débiles où à un moment, il tombe dans l'appartement de la copine du héros, et il la kidnappe, et tout est grotesque. Et tout, en fait, ce qui est chiant, c'est que tout le film est second degré, en disant, on sait que c'est du slapstick dans les années 30, on sait que c'est de la comédie qui va emprunter à Harry Lloyd et... aux grandes comédies de l'âge d'or, mais de l'autre côté c'est pas drôle, quoi. En fait on se fait juste chier, et ils en font des tonnes, et je comprends fortement pourquoi Sam Raimi l'a renié. Donc assez drôle parce que le scénario est écrit par les frères Cohen, qui, voyant le résultat à la fin, donc c'est pas forcément la faute de Raimi, mais en tout cas voyant ce qui restait, on dit plus jamais on laissera quelqu'un d'autre réaliser nos scénarios, on va réaliser nous-mêmes nos films. Et grand bien leur a pris, parce que quelques années plus tard on a eu Blood Simple, qui était absolument... qui est un vrai bijou, avec Frances McDormand et surtout Emmett Walsh en méchant, qui est, putain, il est incroyable, quoi. Et tout est dedans. Et c'est rigolo parce que dans Crime Wave, déjà, on voit les éléments des frères Cohen. C'est-à-dire que les 2, le mec au grand cœur qui s'en sort, l'innocent contre la méchanceté humaine, contre la bêtise et la stupidité. Mais le film en soi-même, c'est vraiment à moins d'être soi-même défoncé, je vois pas trop comment on peut l'apprécier, même s'il y a une performance très sympathique et notable du bon vieux Bruce Campbell, qui joue une sorte de débile gobiné, charmeur de ses dames, et il y a un petit caméo de Frances McDormand en Nod, qui est assez marrant, quoi. Mais c'est vraiment pas transcendant. Et par contre, ce qui est marrant, c'est que derrière les scènes, ce film donc a été une bataille sans cesse entre les producteurs et Sam Raimi et tout le staff, où c'est très très mal passé. Mais pour Brian James, en fait, la chance qu'il a eue, c'est qu'il était vraiment au creux de la vague, et il a dit qu'il était complètement défoncé pendant tout le tournage, et c'est les producteurs qui ont insisté pour qu'il puisse jouer dans le film. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans les petits films qu'il avait fait avant, il était pas... il était en bisbille, en fait, il avait bossé sur des projets sans être affilié à la guilde des acteurs. Le problème, c'est que quand vous faites ça, quand vous êtes hors Union, aux États-Unis, ça veut dire que grosso modo, vous signez votre arène, enfin pas votre arène mort, mais grosso modo, vous signez l'idée que vous ne serez jamais sur des projets des acteurs, où le syndicat des acteurs est présent, et donc ça limite beaucoup vos choix. Donc, c'est très très compliqué. Et c'est les producteurs qui ont insisté, parce que les mecs de l'Union ont dit écoutez, si vous faites ça, vous aurez de l'argent en fait à débourser, parce que nous on va pas assurer Brian James, qui fait pas partie de notre syndicat, il fait pas partie de notre syndicat. Et donc en fait c'est les producteurs qui ont payé de leur poche
malgré tout le mal qu'on peut penser d'eux par rapport au résultat final du film, c'est quand même eux qui ont aidé Brian James à être sur ce tournage. Et il a dit, voilà, j'ai reçu ma leçon. Il s'est après rabiboché avec le syndicat des acteurs pour éviter qu'une nouvelle horreur du genre arrive. On va le retrouver ensuite, il va passer définitivement du côté des méchants sardoniques et complètement psychopathiques, où par exemple on le retrouve dans Enemy Mine, qui est l'espèce de grosse merde moi j'aime pas du tout ce film, hein, mais qui est une sorte de remake de Duel dans le Pacifique avec Dennis Quaid, donc l'acteur parle pas son frère complètement taré, qui dans le futur se retrouve avec un alien, donc je crois que c'est Lou Bassett Junior, qui a une espèce de combinaison dégueulasse, on dirait la créature du lagon noir sur une planète. À la fin, il arrive à se sauver, ils deviennent potes, et à la fin, il revient parce que tous ses potes, ils sont réduits en esclavage par des méchants colonies de l'espace, et le chef de la colonie, une espèce d'enculé qui exploite et qui traite les pauvres aliens, c'est Brian James qui en fait. Là, il en fait des tonnes. Je crois qu'il avait arrêté la drogue, mais il a puisé dans son jeu pour en faire over the top et une gunfight complètement débile qui se finit où en fait à la fin Randy Quaid arrive à le pousser dans du magma. Donc le gars, vous le voyez s'enflammer, et c'est pas Terminator 2. Hein. Je veux dire, c'est quand même très très mal fait. Et le film est de toute façon, il avait été envoyé à l'abattoir par les producteurs. Tout le monde savait que ça allait pas marcher parce qu'il était invendable. Et bon, c'est pas sa plus grande performance. Plus rigolo, il fait Still Down 2 ans plus tard avec Patrick, qui est un film post-apocalyptique avec Patrick Swayze, qui est pas un grand film. Alors le scénar, ça tient sur un bout de papier cop. Donc c'est grosso modo, c'est Shane quoi. C'est un mec qui arrive. C'est un super ninja katana du futur dans un monde post-apocalyptique qui va devenir le shérif d'une petite communauté qui est assaillie par un gros méchant. Et il bosse dans une communauté de fermières avec la belle veuve Soleil et le chef en fait des fermiers, c'est Brian James quoi. Donc ils lui ont fait une sorte de coupe de cheveux teint en blond avec une barbe absolument incroyable, et forcément il a l'armure de footballeur américain comme dans Mad Max. Enfin et Patrick Swayze, c'est rigolo, quoi, parce que c'est la fermière, son love interest est joué par sa femme. Et les scènes de baston sont fun, quoi. C'est-à-dire que quand ça passe son temps, quand il n'y a pas trop de scénar et qu'on se fait un peu chier, il y a toujours une ou deux bastons, et c'est très sympa. Et je suis content de voir que Brian James arrive à tenir son poids face, dos à dos en tout cas, avec Patrick Swayze. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que quand on connaît Roadhouse, on sait que Patrick Swayze, il a du niveau. Qui va enchaîner plein de petits films comme ça, et ça va aboutir jusqu'à repartir avec Walter Hill, parce que c'est lui qui va faire le gros de sa carrière. On le retrouve notamment dans Reddit, donc le film où c'est naze, quoi, où Arnold Schwarzenegger joue un Russe qui vient choper c'est à la fin de l'URSS, qui vient récupérer un méchant dealer qui est parti aux États-Unis. Donc là, c'est pas son meilleur. Brian James apparaît juste, c'est complètement débile, il joue un dealer, une sorte de Huggy les Montuyau, mais il est blanc. Donc en fait, il a toutes les jactances et il fait une parodie de Huggy les Montuyau, du bon indique afro-américain, mais il est blanc, il fait 2 mètres d'eau, il est blond, quoi. Donc c'est pas forcément bienvenu. Et on le retrouve après, donc le nadir de sa carrière, certains diront l'Apex. En tout cas, là, il explique, c'est là où il s'est le plus amusé. C'est quand il fait House 3, donc House, c'était une série de films d'horreur qui était pas top du tout. Vraiment, franchement, de la merde. Donc, grosso modo, le seul élément au début, c'est que c'était dans une maison, et c'était une sorte de film à sketch, avec des serial killers et tout. Et là, c'est pareil, en fait, il joue avec Lance Henriksen dans House 3, qui était renommé The Horror Show, en 89, et il en fait des tonnes. Il joue un peu comme Mitch Pileggi dans Shocker de Wes Craven, où il joue un mec qui va mourir, en fait, il arrive à ressusciter, et puis il pourrit la gueule de Lance Henriksen. Et en fait, les gars, ils sont arrivés sur le tournage. Il y a Henriksen qui l'a regardé, il a vu le scénar, il a dit, tu sais, c'est de la merde. Tu veux vraiment qu'on le fasse? Et Brian James lui a dit, Henriksen lui a dit, si toi tu le fais, moi je le fais. Et donc ils ont dit, ok, c'est parti, quoi. Et donc lui, il s'éclate dans son rôle, mais le film est dégueulasse, c'est vraiment vraiment naze. Et heureusement, en fait, je pense qu'après, ils ont développé, lui et Henriksen, ils commencent à se connaître, quoi. Donc, puisque c'est quand même des dérivations sur la série B, des gens un petit monde. Et donc, c'est plutôt sympathique de voir que les gars, pour bouffer, n'hésitent pas à travailler ensemble. Mais le film est vraiment, vraiment, vraiment bas du bas du bas. On le retrouve aussi, alors, plus rigolo dans Tango et Cash, où il joue requin, où il lui est donné le méchant, le larbin principal de Jack Palance, qui va poursuivre assidément
Kurt Russell et Sylvester Stallone sur ce film qui est absolument délirant. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir à l'époque quand j'étais gamin. Maintenant, un peu moins, surtout que je sais comment... c'est un peu comme la saucisse, quoi. Quand tu sais comment c'est fait, c'est moins sympathique. À savoir qu'en fait, c'est un film, donc on rappelle, c'était censé être réalisé par Andrei Konchalovsky, qui est un réalisateur russe qui avait fait avant Runaway Train, qui était un super film. Et ce qui s'est passé arriva, quoi, c'est que Stallone a pris de plus en plus le contrôle sur la production. Il y avait John Peters qui était complètement taré. Et à un moment, Peters s'est dit « Ok, c'est bon, t'es viré. Quoi. Tu te casses, t'es viré, on veut plus de toi. » Donc ils ont récupéré un putain de tâcheron à sa place, Albert Magnoli, qui était un pauvre connard. Et donc le film est... c'est pas top, quoi. C'est même plutôt méga naze. Donc je vous conseille énormément. Il y a l'ami Michel Simon qui a sorti un livre d'interview chez Actes Sud avec Andrei Konchalovsky. Parce que Konchalovsky, en fait, a beaucoup vécu en France. Donc il parle très bien français. Bon, sinon on parle anglais, bien sûr. Mais c'est vraiment un super bouquin que je vous recommande, ne serait-ce que pour la période américaine, parce qu'il décrit le tournage de Tango et Cash, et c'était un cauchemar, quoi. Et John Peters, c'est exactement comme dans Licorice Pizza de Paul Anderson, le mec est complètement fou, c'est cette espèce de taré. Je vous rappelle, John Peters, si vous ne savez pas, donc c'est un des grands producteurs hollywoodiens qui a backé le Batman de Tim Burton et qui continue Wild Wild West et continue. Et c'est un mec en fait qui est complètement fou. À la base, il était juste coiffeur. C'était un coiffeur qui était l'amant de Barbara Streisand. Et c'est comme ça qu'il a fait son trou. Mais le mec, on est vraiment dans les producteurs. On est dans le film Les Producteurs, quoi. Le mec est complètement dingue. Et il a aucun talent. Surtout, il a des demandes qui sont de plus en plus malades. Et je vous renvoie notamment à il y a un mec qui a fait un documentaire sur le Superman avorté avec Nicolas Cage, qui devait être produit par John Peters, réalisé par Tim Burton en 95, je crois. Et John Peters est interviewé, mais le mec est fou, quoi. En fait, donc c'était... c'est un aparté, je vais essayer d'être assez rapide. Mais grosso modo, c'était Kevin Smith qui écrivait le scénar parce qu'il sortait tout auréolé de Mallrats et de Clerks. Et il va voir Peters, et Peters se dit « Ouais, mais il faut qu'il y ait une araignée géante. » Donc il dit « On va créer le Tanagarian, je sais plus c'était quoi, c'est les hommes-oiseaux, c'est Tanagarian Hunter, qui est une sorte... En fait, c'est une araignée, mais c'est un alien, quoi. Et t'as John Peters qui dit « Mais tu sais que l'araignée, c'est le prédateur... tu sais que l'araignée, c'est le prédateur le plus dangereux de toute la planète Terre, et qu'ils peuvent te bouffer comme ça. » Et en fait... du coup, il était pas encore défoncé par la weed, mais... Et Kevin Smith, il écrivait, il écoutait, il écrivait le scénar, donc il a fait un putain de bon scénar. Mais bon, le film s'est pas fait, et ce qui est rigolo, c'est que 3 ans plus tard, John Peters fait Wild Wild West, et Wild Wild West, le truc final, c'est quoi? C'est une espèce de grosse araignée mécanique qui traverse les États-Unis, quoi. Donc comme disait donc Kevin Smith, il dit ouais, au final, il l'a bien eu son araignée géante. Donc ouais, non, Tango et Cash, ça a été très compliqué. Brian James a eu la chance, c'est qu'il a eu un rôle où il a pu s'éclater, parce que finalement, Jack Palance était assez vieux et déjà commençait à être assez malade, et il y a eu des réécritures du scénario, donc en fait, par intermédiaire, il est devenu le méchant principal, avec un accent britannique absolument débile. Et lui, c'est bien amusé, en fait, ça marchait plus. Ce qui est dur pour lui, c'est que ça marchait beaucoup, très bien avec Konchalovsky au début, parce que Konchalovsky, c'est un excellent réal, Après, je sais pas si vous avez vu, il a fait son dernier sur Michel-Ange, il fait des films qui sont super, il est revenu en Russie maintenant, quoi, mais c'est vraiment cool. Et donc il acceptait des idées, donc ils ont beaucoup échangé, ça se passait bien, et dès qu'en fait il a été remplacé par Magnoli, il s'est approché de Magnoli en disant voilà, mon personnage devrait faire ci, devrait faire ça, et Magnoli il a dit tu ne m'adresses pas la parole, tu ne me parles pas. Donc ça vous laisse imaginer le niveau de changement, d'avoir mis un espèce de yes man qui allait bosser pour Peters et Stallone. Et bon, pour James, pour Brian James, c'était cool parce que c'était un gros rôle, mais pour le reste, c'est pas une super expérience, quoi, parce qu'il a beaucoup regretté le fait que le réalisateur original soit parti. Encore pire, et je pense que c'est ce qui va vraiment un peu le mettre en porte-à-faux avec Hollywood, les grosses productions, qui fait que dans les 10 dernières années de sa vie, il va partir sur des séries B, faut appeler ça comme ça, faut dire ce que c'est. En fait, il va faire la suite de 48 heures en 90, où Walter Hill lui dit je te promets que tu vas être un personnage super important. Et donc, bon, je vais spoiler, attention, mais le principe du film qui est pas top, c'est une suite vraiment pour faire une suite, c'est-à-dire que 48 heures, ça se finit normalement, tout est réglé, Eddie Murphy va avoir son argent, il va sortir de tôle, la situation maritale entre Nick Nolte et Annette O'Toole est résolue, donc tout va bien, tout le monde est content.
Et là, en fait, ils arrivent à trouver une excuse bullshit pour que, ah ouais, mais en fait, Eddie Murphy a pris 50 tôles, ah, puis il a pas son argent, et machin. Et bon, bref. Et le pitch du film, c'est qu'il y a, une sorte de super assassin qui dirige un peu la ville, qui s'appelle The Iceman, donc comme le célèbre tour de la mafia américain, qui rôde et que Eddie Murphy connaît parce que c'est le mec qu'il avait engagé pour faire son coup, donc il a pris l'argent et tout ça. Et le twist, c'est que The Iceman, en fait, c'est le personnage de Brian James, donc l'inspecteur Ben Keogh, qui était le meilleur pote en fait de Nick Nolte. Et donc quand vous regardez le film, quand vous lancez le film, vous voyez que donc Eddie Murphy est devenu le first billing, donc le premier nom qui apparaît au générique c'est Eddie Murphy, alors qu'en 82 c'était Nick Nolte, donc Eddie Murphy, Nick Nolte, et le troisième nom c'est Brian James. Donc on se dit bah c'est le troisième nom, donc normalement il va pas apparaître 5 minutes, il va rester très très longtemps à l'écran. Et en fait c'est pas du tout le cas. Donc le film était prévu pour durer près de 145 minutes. Je crois que c'était la Fox, c'était la Paramount arrive et dit bah en fait il faut qu'on baisse on va couper un peu le film. Donc Walter Hill difficilement bosse pour le faire tomber à 120 minutes. Et en fait, une semaine avant la sortie du film dans lequel la Paramount avait beaucoup investi, il y a 25 minutes supplémentaires qui sont retirées pour que le film fasse juste 95 minutes. Et en fait, l'idée c'était juste de dire qu'en face il y avait Total Recall qui avait cartonné. Enfin, en tout cas, c'était avec Brian James, que Total Recall, qui était assez court, avait cartonné en face, et que la Paramount était vraiment super stressée que le film ne marche pas. Donc en fait, Brian James est arrivé à la séance de presse pour voir le film, et il a halluciné parce qu'en fait, son rôle était coupé, il était quasiment devenu un extra. C'est-à-dire qu'il devait avoir une scène au début, la scène à la fin où il se révèle, et c'est tout. En fait, il n'y a rien du tout d'autre, donc il était vraiment en colère, quoi, parce qu'il dit bah, c'est pas normal, je suis third billing. Bon, bien sûr, il avait toujours le salaire qui allait, je suppose, mais pour lui, ça a été... il a dit, bah moi j'arrête, quoi, parce que c'est pas la peine. On me dit, je vais faire quelque chose de très important, et même pour Walter Hill, en fait, c'était très, très désagréable. Donc il s'est retrouvé, il a dit, bon bah, puisque c'est comme ça, maintenant, on va se calmer, et ça sert à rien, parce qu'en fait, en plus, en coupant tous ces éléments, il y a plein de trucs dans le film qui font pas sens, et on a l'impression que tout ce qui reste, c'est une sorte de redit du premier, ce qui est un peu dommage, parce qu'ils auraient pu, avec le budget et les idées qu'ils avaient, faire quelque chose, mais on a quasiment perdu... on a perdu quasiment 1 heure quoi, sur le film. Donc pour Brian James, lui, s'est décidé, les grosses productions hollywoodiennes, c'est fini, tout du moins pour un temps. Après, il fait des petits trucs sympathiques quand même. On le retrouve dans The Player d'Altman, où il joue le boss de Tim Robbins, c'est très sympa, quoi. C'est pas un grand rôle, mais après, il y a toujours une présence, en fait, où là, il joue pas un psychopathe, pas un assassin, mais un directeur en fait, de cité de cinéma. Donc c'est assez aussi ironique quelque part de finir là-dessus pour une carrière hollywoodienne. Les années qui suivent, en fait, grosso modo, de 91 à 99, qui est l'année où il va mourir, une crise cardiaque un peu soudainement, il va essentiellement faire plein de petits films indépendants et de la grosse série B, pas top, quoi, on va dire. Là, je pèse mes mots. Le seul qu'on pourrait retenir dans cette période, c'est Nemesis de Albert Pyun, le gars qui a fait Cyborg avec Jean-Claude Van Damme, ou il y a Olivier Gruner qui est le rôle principal, c'est un champion de kickboxing français. Et il y a Kariyuki Tagawa aussi qui se balade, et Brian James justement est dans le coin, il a un petit rôle sympathique posé, et ce film en fait est une sorte de ressucé de Blade Runner, mais avec plein d'explosions débiles, et tout est filmé dans des hangars et des décors, donc c'est vraiment de la vraie série B généreuse, comme on l'aime tant. Le film est un peu dur, hein, je vais pas vous le cacher, c'est un peu violent à regarder, mais voilà, ça reste l'un des... Il y en a eu 4 ou 5, hein, donc je pense que celui-là, vous pouvez le regarder, ça reste encore sympathique, et Brian James joue l'un des salauds de méchants, et il a un rôle tout à fait convenable. Et c'est rigolo parce que dans cette suite-là, pas mal de films vont faire des petits... on va lui demander voilà, de jouer un peu toujours des figures d'autorité, ou de faire des caméos sur ces séries B. Par exemple, on le retrouve, il fait un film qui s'appelle Showdown en 93, qui est grosso modo les bagarres, c'est un peu le grand thème, comme The Substitute, où les bagarres au collège et au lycée, les trucs qui sont intenables, la violence qui arrive à l'école, et il joue le sous-directeur, il joue le sous-proviseur, et il s'appelle Kowalski. Donc on commence à avoir comme ça des petites références à sa première partie de carrière, et en particulier Blade Runner, qui a marqué énormément de gens. Et ça se finit notamment par le 5e élément, qui va lui permettre, en fait c'est simple, c'est un jour en 97, Luc Besson l'appelle et lui dit j'aimerais bien que tu joues dans mon film, je prévois un film à Londres, j'aimerais bien que tu passes à Londres, donc il lui paye le ticket, bon Brian James va voir, et en fait il se retrouve
quasiment sous-scellé, parce qu'en fait, il y avait un grand mystère autour du 5e élément. Donc je rappelle, c'était une production qui était énorme, une des dernières grosses productions blockbuster français par Luc Besson, et avec Mézières, avec beaucoup d'artistes qui ont travaillé dessus, avec un cast, Mila Jovovich, Bruce Willis, Ian Holm, Gary Oldman, enfin j'en passe et des meilleurs. Et un film qui a vraiment une gueule et un design absolument incroyable. Et il dit, moi en fait, Luc Besson dit à Brian James, moi j'ai toujours aimé ce que vous faites, depuis que quand j'ai commencé, je suis arrivé sur les bancs de l'école, je suis allé voir Blade Runner, j'ai adoré, et moi j'ai regardé tous vos films. J'adore ce que vous faites. Donc c'est très sympa pour Brian James, qui se trouve avec un rôle assez sympathique, hein, c'est pas un grand rôle, mais il joue quand même la figure de l'autorité, le militaire sympa. À l'opposé du militaire salaud qu'on déteste tant, et qui sert aussi un petit peu de cœur grec, parce qu'en fait il va faire un commentaire sur tout ce qui se passe, parce que leur but en fait pendant tout le film c'est de récupérer Korben Dallas et Liu, donc la fille qui est jouée par Mia Jovovich et qui a le 5e élément. Et donc ils vont faire des commentaires avec Tinny Lister sur ce qui se passe jusqu'à la scène finale qui est très très drôle, où Tinny Lister Brian James appelle, il cherche à contacter Korben Dallas, et il le file le téléphone au président, et en fait il tombe sur la mère de Bruce Willis. Enfin voilà, c'est des trucs rigolos quoi, mais c'est une belle envolée en fait, je pense, pour sa filmo qui va continuer. Il va encore continuer à bosser pendant quelques temps, mais toujours sur des films où là il a définitivement dit stop au cinéma hollywoodien, et on le retrouve quasiment jusqu'à sa mort en fait, en l'an 2000, sur plein de petits films et à la télévision, sur des séries télé pas forcément top. Il fait aussi un peu de doublage, on le retrouve notamment c'est un peu triste, mais l'un de ses tout derniers rôles, c'est d'avoir doublé Parasite. Donc Parasite, c'est un méchant de la galerie de Superman, parce qu'il y avait un dessin animé Superman à l'époque, comme par les gens qui avaient fait le Batman, des dessins animés de la Warner qui étaient absolument exceptionnels. Et il y a une boîte de jeux vidéo française qui s'appelle Titus, qui est très connue parce que c'était vraiment le pire boîte de jeux vidéo au monde, qui a fait un jeu qui s'appelle Superman 64. Et Superman 64, comme son nom l'indique, était un jeu où on jouait Superman sur Nintendo 64. Et c'est considéré encore à l'heure actuelle comme l'un des pires jeux qui n'ait jamais été créé. Et donc l'un de ses derniers rôles, c'est d'avoir doublé Parasite, qui intervient dans le jeu. Alors je sais pas, j'ai pas joué au jeu, mais sur la N64, ça devait être juste 2-3 lignes, mais donc il double ce personnage, et c'est son dernier rôle, et c'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça. Après, le show must go on, et il a jusqu'au dernier jour continué à bosser. Pas de bol, une crise cardiaque a emporté soudainement, mais c'est un grand acteur, disons caractère acteur, qu'on perd, et qui, à mon avis, s'il avait pu continuer encore à jouer, peut-être que les sirènes hollywoodiennes l'auraient rappelé, qu'on l'aurait revu dans des grosses productions qu'il avait quittées depuis quasiment 10 ans. Et moi, je trouve ça un peu dommage. Mais encore une fois, c'est vrai que le fait d'essuyer sans arrêt les remontrances et les aléas complètement fous de production hollywoodienne, avec coupage, démontage, des producteurs complètement tarés comme John Peters, peut laisser amer. En tout cas, moi, personnellement, j'aurais aimé continuer à voir Brian James à l'écran pour au moins 10 ou 20 ans de plus. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas. J'ai un email, c'est contact@secondcouteau.fr. J'ai aussi sur Twitter, mon Twitter c'est @decouteau au pluriel. Et sinon, j'ai un site internet qui est brillamment appelé secondcouteau.fr. N'hésitez pas, sinon, à mettre des notes sur iTunes, sur Apple Music, je vais y arriver, comme d'hab. Ça serait toujours énormément apprécié, sachant que vous êtes plus de 300 à avoir écouté ce podcast depuis que je l'ai créé, donc il y a un peu moins de 3 mois. Je vous en remercie du fond du cœur, ça me touche énormément, et je suis très content que vous preniez tous le temps d'écouter ce que je fais. Je prends énormément de plaisir à faire ce podcast. J'espère, sur le long terme, pouvoir interviewer les 10 acteurs. Ça me ferait énormément plaisir, et c'est quelque chose qui me tient à cœur, et d'avoir quelques invités. Mais je n'en dis pas plus. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et un très beau début de vacances de juillet, si vous partez. Allez, salut!
tombez bien. Vous aimez les bijoux? On t'encule. Je préfère les blondes. À vous l'honneur. De garder le silence. Allez, je me donne un tribunal. Bouge pas, salaud, bouge pas. Vous avez le droit d'appeler votre avocat. Vous n'avez pas les moyens d'en engager un. Un avocat vous aide d'office. Ouais? Salut, capitaine. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, je laisse les locaux faire leur boulot. Tu as brisé le pare-brise de ce camion? J'ai remarqué. Il y a deux gars qui gisent sur la route. J'ai remarqué. C'est une route départementale qui ne dépend pas de notre juridiction. C'est vrai. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a des rumeurs au sujet de ce camion. Des rumeurs de quel genre? C'est pas un camion. C'est un camion citerne. Non. C'est un viol manifeste de la loi. Vous avez vérifié la première cuve? Elle est pleine d'essence. On a vérifié tout le camion, grand con, et il n'y a rien dedans. Et cette zone ne dépend pas de votre secteur, les gars de la ville. Je veux ta plaque, je veux ton arme, et j'aurai ta peau. Nom de Dieu, pour qui tu te prends, hein? Il se prend pour Rambo. Rambo, c'est une pédale. C'est quoi ça, de la neige?